Paco Mtielman, L'homme électrique, Nerval et la vie. Édition MF 2008. Chapitre 2. La 13e revient. Les actrices font des choses bizarres à l'esprit. Leur nouveau type de corps ne se retourne plus contre lui-même comme celui du chrétien dans l'objectif d'une résurrection encore glorieux, mais, en s'aplanissant dans la représentation, il se synthétise en images visibles, gommant ses aspérités et sa complexité organique dans le langage simplifié de l'information. À partir de Mary Pickford et Douglas Fairbanks, les hommes et les femmes ont cessé de se toucher en pensant à Dieu pour se palucher sur des gueules. Cet inconvenant rituel a fini de profaner, en continuation directe du Dieu crucifié, le sacré nom d'amour. Car ces nouvelles divinités ne peuvent guère engendrer que des fans, c'est-à-dire des masturbateurs compulsifs et des psycho-killers en puissance, et leur physique comme leurs paroles sont vouées à s'amenuiser à la mesure des corps sur lesquels elles décident d'étendre leur domination. Les hommes et les femmes, en devenant célèbres, se mutilent volontairement d'une dimension de l'existence et en mutilant leur proie. En se présentant comme le calque de toutes les vedettes précédentes et la somme de tous les personnages légendaires qu'elles viennent temporairement à incarner sur la scène comme sur les écrans, les stars s'imposent comme le centre du cercle d'où partent tous les rayons de l'amour et où doivent revenir en contrepartie toutes les admirations. Leur domination spirituelle est d'ordre magique. Elle passe par la captation des regards, le principe d'identification et le fétichisme. C'est le rôle des adjuvants dans la démarche des stars, et une Marilyn Monroe ne se présente jamais à son public que déjà désirée par une quinzaine de gandins en queue de pie qui se pressent autour d'elle pour rallumer sa cigarette et en ramasser discrètement la cendre. « I want to be loved by you » est son slogan, qu'elle répète à l'envi, réactivant sempiternellement l'impression pour chaque spectateur d'un rapport privilégié entre la déesse et lui-même, alors qu'il ne s'agit guère plus que d'une prédation généralisée, les masses de fanatiques formant la couronne céleste de chacune des icônes, médiatisées par les amoureux imaginaires des films, les silhouettes et les figurants faisant office de conducteurs. La star est l'horizon cultuel indépassable de notre temps. Toute Marilyn Monroe est une génie dans l'âme, dont le spectateur doit tirer la déesse comme un alambic. Hollywood, la légendaire cité des morts, naît en 1834 au Théâtre des Variétés, à Paris. De ce nouveau culte, prophétisé par le corps de lumière de son actrice, Gérard de Nerval est à la fois le premier suppôt et le plus farouche hérétique. C'est ce que n'ont visiblement pas compris ses contemporains. Et c'est ce qui a contribué à donner de lui l'image d'un ahuri, quand c'est le monde entier qui était sur le point de basculer dans une nouvelle forme de folie. À la différence de ses amis Théophile Gautier ou Alexandre Dumas, Nerval ne voit pas dans l'actrice une simple personne, voire une forme adoucie de prostituée, les actrices du XIXe siècle se distinguant peu par leur mode de vie des demi-mondaines qui se donnaient au plus offrant. Mais un spectre, ouvrez les guillemets. J'ai passé par tous les cercles de ces lieux d'épreuve qu'on appelle théâtre, j'ai mangé du tambour et bu de la cymbale, comme dit la phrase dénuée de sens apparent des initiés d'Éleusis. Pourtant Nerval est un écrivain clair, quand pendant les dernières années de sa vie, de 1851 à 1854, il décide de réunir ses travaux épars en un corpus consistant, Voyage en Orient, La Bohème galante, L'Aurélie, Les Illuminés, Petit bateau de Bohème, Les filles du feu, Promenades et souvenirs, il ne manque pas d'y ajouter quelques préfaces qui fonctionnent comme autant d'avertissements. Et, plus particulièrement, celle des filles du feu qui, sous couvert d'une lettre acrimonieuse à Alexandre Dumas, contient enchâssée une ébauche de récit fonctionnant comme une loupe grossissante de son expérience déterminante. C'est l'histoire de Brisacier, luttant contre cette belle étoile de comédie, c'est Nerval qui souligne, dont il est l'amoureux secret et le déshérité, ce qui indique entre parenthèses que le desquicado des chimères est d'abord déshérité de la réalité et du sentiment exprimé par la star à son corps propre, promesse virtuelle s'éparpillant dans la foule de son public. Les comédiennes ont, selon Nerval, trahi les poètes avec qui elles avaient formé un pacte secret. Brisacier désire alors brûler le théâtre et emporter sa star à travers les flammes sexy en diable dans son costume de scène déchiré, au milieu des cendres des autres spectateurs. L'actrice est une promesse de bonheur qui ne peut pas être tenue, et les poètes sont trop à cheval sur les mots pour supporter une telle indolence, un tel laisser-aller dans les termes du contrat moral. Ce qui ne devait pas arriver arriva. Le drame de Nerval et de Jenny se répétera au XXe siècle, aussi bien chez Antonin Artaud dans sa relation avec Jenica Atanassou, que dans les vues d'Ivan Shtetegloff sur France Gall, Patricia Cass et Chantal Goya, pour prendre deux exemples de poètes ayant subi la violence concrète de l'incarcération clinique après avoir éprouvé les rémanences mortifères causées par la duplicité objective des stars. Prison, asile, frigidaire, célébrité, tout est prison, écrira Shtetegloff dans une lettre désespérée à Guy Debord et Michel Bernstein.
si les plus vitalistes des écrivains, comme D.H. Lawrence, n'éprouvèrent que du dégoût pour ces plans de cinéma où le visage gigantesque d'une actrice déclarait son amour à un personnage situé du point de vue de la salle tout entière, d'autres, comme Stanislas Rodansky, tentèrent de répondre à leur sentiment de dépossession spirituelle par un choc en retour, en inscrivant cette actrice dans un récit, un poème ou une image qui soit en mesure d'en contenir la fascination sexuelle. Ainsi, La victoire à l'ombre des ailes, 1975, décrit la relation télé-érotique de Rita Hayworth et du poète, qui est comme la mise au net des succubats réalisés par les stars sur leur masse fanatisée. Et seules quelques ex-actrices de X auront l'honnêteté d'admettre, comme Coraline Trinity, que la plus belle preuve d'amour qu'on m'ait jamais donnée, c'est de se branler sur un de mes films porno. La plupart des stars frémissent à l'expression de cette idée. La nature nervalienne d'une telle opération explique suffisamment la quête à laquelle Alain Jouffroy fait allusion lorsqu'il raconte les dérives de Rodansky à l'aube de l'après-guerre. Ouvrez les guillemets. Nous avons beaucoup rôdé autour du Châtelet parce qu'on cherchait le point exact où Gérard de Nerval s'était pendu. Et je ne sais plus si c'est à ce moment-là, ou après, qu'on a fini par découvrir en recoupant des vieux plans de Paris que le réverbère, ou plutôt l'enseigne, la fenêtre à la grille de laquelle Gérard de Nerval s'est pendu, rue de la Vieille Lanterne, occupe exactement la place du trou du souffleur du théâtre Sarah Bernard, c'est-à-dire le théâtre de la ville actuelle. Et c'était pour nous une sorte de symbole très important, parce que la voix de Nerval, c'était comme l'arrière-voix de Stan. Stan disait qu'il avait une voix qui avait l'air de revenir de loin. En partant à la recherche de Nerval dans Paris, ou plutôt du lieu de sa mort, c'était comme s'il rejoignait l'origine de sa propre voix. Fin de citation. Raymond Queneau connaîtra également cette obsession, et il n'est pas difficile de comprendre le sens général de sa démarche poético-romanesque en l'alliant au désenvoûtement progressif de la figure cinématographique d'Alice Faye, starlette aux expressions lascives, incarnée nommément dans son chef-d'œuvre Saint-Glinglin, 1948. Confronté à sa recherche d'un ordre arithmétique ou symbolique secret, comme à sa passion encyclopédique pour les fous littéraires. Ouvrez les guillemets. Que je fusse inconnu à l'étoile, empêchait-il ma pensée de l'obséder? Comment supposer que la force d'un sentiment ne puisse atteindre son but, où qu'il soit, et le rapport idéal que je créais n'avait-il pas autant de force et de valeur que tout rapport établi par l'esprit entre deux choses éloignées dans l'espace? La violence de l'imagination établissait entre elle et moi un lien auquel elle ne pouvait échapper. Fin de citation. Queneau fait de la magie noire en cachette. Son journal intime le prouve. Il se rend à chaque séance, comme un maniaque, tentant de traverser par la pensée l'écran qui protège Alice de sa ferveur. À force de composition, l'arithmomane croit pouvoir capturer l'actrice dans sa propre toile. Et, comble d'étrangeté, il finit par la vaincre dans l'invisible. Les succès de la starlette se sont évanouis dans le temps. Nous ne connaissons plus Alice Faye que comme l'une des plus jolies héroïnes de Queneau. Comme génie n'appartient plus qu'à l'œuvre de Nerval dans la mort. Tous les poètes cherchent une actrice pour avoir un envoûtement à dissoudre et un drame à détruire. Cependant, il ne faut pas non plus exagérer la modernité d'un tel processus. L'emprise psychique des actrices n'est jamais que la clarification d'un système réglé de possession, inhérent à l'amour, ce coup de foudre à travers lequel chaque être aimé devient la star ou l'étoile de celui ou de celle qu'il aime. Dans Des liens, 1591, Giordano Bruno explique que, sous les opérations extérieures de la société, se tissent de puissants réseaux liant les hommes aux autres hommes, et dans lesquels l'échange se fonde sur la manipulation spirituelle des uns par les autres, la puissance de l'esprit de l'un s'appropriant celle de l'autre, et le dirigeant ensuite dans la direction escomptée. Le Nolin résume ce quadrillage spirituel et magique par la présence inextirpable de Cupidon dans les actions des hommes, pliant et repliant les conduites dites rationnelles, comme le commerce ou la politique, dans un chaudron de causes irrationnelles secrètes dont seules les sorcières ont les clés. Ouvrez les guillemets. Tous les liens se rapportent au lien de l'amour, ou dépendent du lien d'amour, ou consistent en ce lien d'amour. Pour qui conduit sa pensée par les nœuds de 30 espèces, l'amour se révélera d'évidence le fondement de toutes affections. Fin de citation. Nous sommes tous la star de quelqu'un et le fan de quelqu'un d'autre. Nous le sommes même lorsque notre amour est partagé. Nos amoureux sont fans de notre second corps et leurs second corps sont nos stars. De là, la difficulté à contraindre l'amour dans un nombre limité d'âmes qui se greffent sur ces corps multipliés. De là, la difficulté à ne pas s'éparpiller soi-même dans l'amour des âmes dont nous croisons régulièrement les corps. C'est un monde de calque et Eros en est le maître. Nerval réplique à son propre calque en dessinant un triangle, le triangle nervalien. Que ce soit celui des génies, Sophie et la mère dans Sylvie, ou celui des génies, Marie et la morte dans Aurélia, fait passer ce processus d'identification des personnes, cette starification individuelle productrice de liens, ce chausse-pied pour amoureux voulant trouver chaussures à leurs pieds, à l'ouverture d'un cercle où leurs visages se brouillent pour ne laisser subsister que des détails des corps ou de situations amoureuses.
Ce sont des détails qui n'appartiennent plus aux femmes proprement dites, mais à une série passionnelle composée de fétiches et qui devient la matière même de son désenvoûtement poétique. Ce qui reste de l'amour dans le poème de Nerval, ce sont des gros plans dissociés, des objets partiels qui ne renvoient pas à une personne mais directement au cosmos ou au jardin dont celle-ci est tirée. En atteignant la limite de vibration du triangle, Nerval espère obtenir non une synthèse des différentes femmes aimées, mais une connaissance singulière des fétiches qui motivent indifféremment ses passions successives. Ce qu'une star envisage dialectiquement par superposition de calques, opérant la synthèse des images, Nerval le dévisage monstrueusement par dépossession de signes, éparpillant tous les morceaux de corps et reconstituant la totalité de la chair circulaire, faisant apparaître en clair l'image de la passion. C'est le sens de chaque poème, devenu alors indépendant de toute production de contre-choc. Une passion qui est reconnue comme passion se transforme en action. Et Nerval espère, par la pratique de la littérature, se confronter à des forces. Cette dépossession permanente, ce désenvoûtement perpétuel par dispersion de signes et recomposition tragique de forces, deviendra l'objectif principal de son travail poétique. La 13e revient. C'est encore la première. Et c'est toujours la seule. Ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant? Pour cela, il aura fallu d'abord que Gérard de Nerval déplace à lui seul et en l'espace d'un modeste groupe de 7 nouvelles et de 12 sonnets, le sens et la signification de 8 siècles de poésie érotique comme de théorisation spirituelle de l'amour. Et c'est assez longue histoire.